Municipales, les leçons du scrutin pour parler donc de ces résultats de cette France politique qui se dessine à la faveur donc du second tour des élections municipales. Nous sommes en compagnie de Baptiste Roger-Lacan. Bonjour, vous êtes Bonjour. agrégé et docteur en histoire, spécialiste des droites des contre-révolutions européennes du 19e siècle à nos jours. Vous avez notamment dirigé l'ouvrage Une nouvelle histoire de l'extrême droite aux éditions du Seuil. Pauline de Saint-Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction France de Politico Europe, co-auteur de La surprise du chef aux éditions de Noël. Yann Algan, bonjour. Vous êtes économiste, Bonjour. professeur d'économie à HEC. On vous doit La fabrique de la défiance aux éditions Albin Michel. Yann Algan, votre regard sur ce second tour des élections municipales? Mon regard, c'est celui d'une France qui se réveille profondément fracturée, où un projet majoritaire a énormément de mal à émerger. Moi, j'ai été quand même frappé par la très très grande polarisation, du fait qu'on ait même retrouvé 4 partis, 5 partis au second tour, et par la polarisation pas uniquement politique, mais aussi émotionnelle, avec Qu'est-ce que ça veut dire, la polarisation émotionnelle? la polarisation émotionnelle, avec énormément de colère, comme le discours un peu moteur de l'ensemble des interventions, avec beaucoup d'invectives, avec beaucoup de séparation et de stigmatisation des candidats. Et je trouve que ça renvoie beaucoup à l'un des travaux que l'on a fait sur la fièvre parlementaire avec Thomas Renaud et Hugo Subtil, où on montrait que finalement la colère devenait le discours dominant à l'Assemblée nationale. C'est un discours dominant aussi que l'on retrouve dans les interventions aux États-Unis et au Congrès, et ça sature l'espace politique. Et ça va donner, je pense, énormément de difficultés après à reconstruire un projet majoritaire. Mais alors, colère, c'est un terme très polysémique. Oui. Ça peut être donc la colère contre ses adversaires, la colère contre tel ou tel phénomène. De quelle colère parle-t-on? Alors, je pense qu'on parle, une colère des citoyens vis-à-vis de la situation de la France, et on reviendra là-dessus, quelles en sont les origines, en particulier sur l'insatisfaction sur la situation économique, sur la situation politique, sur le fonctionnement de la démocratie. Mais il y a aussi, moi, ce qui me vraiment fascine, c'est qu'il n'y a pas eu tellement de discours vraiment d'espoir ou de projets vraiment porteurs sur qu'est-ce que la France de demain. Et ça va être très compliqué, il me semble, pour le lendemain, dans des perspectives de 2027, même si bien sûr il n'y a pas une transposition immédiate entre les élections municipales et les élections présidentielles. Mais on voit bien que pour le moment, il y a une très grande majorité, dans tous les sondages, le RN est toujours autour de 28-30%. Et ensuite, vous avez tous ces partis, que ce soit LFI, PS ou LR, qui se retrouvent autour de 15-18%. Donc ça va être la loi des 15%. Qui va réussir à dépasser les 15%? Mais après, il va falloir qu'ils s'allient. Et là, je pense que ces municipales posent la vraie question. Je crois qu'ils sont tous perdus parce qu'ils ne savent pas maintenant comment ils vont jouer le lieu des alliances. Pauline de Saint-Rémy, même chose. Est-ce qu'il est possible pour vous de tirer quelques enseignements de ce Alors, second tour? j'allais justement vous dire que je prends garde à ne pas utiliser le mot de leçon ou d'enseignement, parce que d'abord, je vais dire une évidence, mais le temps de la politique locale n'est pas le temps de la politique nationale, et que par le passé, il a pu arriver que, pas forcément les observateurs, mais des partis politiques pensent tirer des leçons d'une élection municipale. L'exemple le plus flagrant étant l'élection parisienne de 2001, lorsque Bertrand Delanoë l'emporte, et que c'est l'euphorie à gauche. Bon, un an plus tard, c'est le 21 avril 2002. C'est l'exemple enfin, c'est une façon de dire qu'il faut pas Bon, tirer ça de nous rappelle conclusions, aussi évidemment. que Paris n'est pas la France. Exactement. Mais j'allais aussi vous dire que plus récemment, en 2020, on a eu vite fait de parler de vague verte, et là, ça concernait pour le coup plusieurs métropoles. Bon, d'abord, cette notion de vague verte a été un peu relativisée par la suite. On s'est rendu compte que les écologistes avaient gagné un certain nombre de grandes villes, en effet, là où en réalité des barons locaux étaient implantés depuis très longtemps et étaient un peu en fin de carrière, si je puis dire, et que donc cette notion de vague verte était légèrement exagérée, et ça s'est vu assez vite à la présidentielle avec le score inférieur à 5% de Yannick Jadot. Donc pour cette raison, je n'en tire pas de leçon au sens
propre. Il me semble qu'on pourrait peut-être plutôt parler d'une étape avant la présidentielle et dire que ce moment va certainement marquer notre vie politique nationale pour les mois à venir et certainement dès ce matin en ce qui concerne la gauche. Mais juste sur la notion de le temps de la politique locale n'est pas celui de la politique nationale. Pour le coup, je pense notamment au RN, dont on pourrait dire, pour résumer les choses, parce que là, on est vraiment très à chaud sur le plan des résultats, on va les étudier dans les jours qui viennent, que ces résultats sont en quelque sorte mitigés avec une progression qui continue, notamment dans ses places fortes, dans le sud, dans le sud-est, dans le nord, et en même temps, un parti qui n'arrive toujours pas à décrocher sa grande victoire symbolique. Mais pour ce qui est des règlements de compte qu'on va observer dans les jours qui viennent et qui, au-delà de la politique politicienne, j'allais en venir alors, il va y en avoir à droite, je pense qu'on en reparlera, il va y en avoir beaucoup à gauche. Dès ce matin, les cadors du Parti socialiste vont s'inviter sur toutes les antennes dès ce matin, ce soir, dans les jours qui viennent. Il va y avoir un bureau national parce que c'est peut-être la chose qui était la plus frappante hier soir. On a beaucoup parlé, beaucoup glosé dans l'entre-deux tours sur les choix stratégiques qui étaient ceux du Parti socialiste, qui étaient un petit peu contradictoires avec les déclarations d'Olivier Faure, leur premier secrétaire, avant le premier tour, à savoir qu'il n'y aurait pas d'accord national avec la France insoumise. Confrontés aux résultats du premier tour de la France insoumise, dont on a vu qu'il y avait eu un storytelling très, très, très réussi de la part de Jean-Luc Mélenchon et de ses lieutenants, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé d'une percée insoumise. On sait que c'est une notion un petit peu à relativiser maintenant. Le Parti socialiste a un peu craqué. Il y a eu un certain nombre d'alliances qui se sont faites dans beaucoup de villes moyennes et de grandes villes. Or, les résultats ne sont pas concluants. On voit que les alliances, dans la grande majorité des cas, à exception faite de Nantes, où Johanna Rolland sauve sa peau, dans la grande majorité des cas, ces alliances n'ont pas fonctionné. Et vous allez avoir donc une fracture ouverte au Parti socialiste qui va s'étaler sur la place publique dans les jours qui viennent, entre ceux qui étaient des opposants très clairs à ce principe d'alliance avec les insoumis et ceux qui y étaient favorables. Baptiste Roger-Lacan, même chose, quels enseignements ? Écoutez, j'en tire peut-être, il y en a plein, mais j'en tire peut-être deux. Le premier, c'est l'abstention qui a été beaucoup commentée au premier tour, qu'on pouvait expliquer notamment par la chute de la participation dans les petites communes, liée à la fin de la possibilité de panacher les listes, qui a été vue comme une limitation démocratique dans toute une partie, dans tout un ensemble de petites communes qu'on commente peu à chaud en général, parce que c'est difficile d'en tirer des grands équilibres. Et puis, peut-être le deuxième enseignement, en tout cas ce qu'on en tire, c'est que effectivement le RN n'a pas pris de grande ville, que son principal allié, l'UDR, a pris Nice, ce qui est une victoire importante, même s'il faut faire attention au trompe-l'œil, parce que je crois qu'en l'état, l'UDR, pour l'instant, n'a pris que 3 villes à l'échelle du territoire. Donc, c'est une victoire importante, mais dont il est difficile de tirer encore des conclusions sur la capacité d'Éric Ciotti à aller chercher très largement un électorat qui a longtemps fait plus notable, issu des couches des CSP+, qui a longtemps manqué au RN. Et puis effectivement, il y a ces défaites du RN dans les grandes villes, à commencer par Toulon, qui avait été vraiment marqué par le parti comme une victoire possible. Ceci dit, les nombreuses victoires du RN dans les petites villes, je crois qu'on en comptait entre 70 et 80 ce matin, marque une étape importante dans la stabilisation du parti à l'échelon local, notamment Pauline de Saint-Rémy le disait, dans le bastion historique qu'est le Sud-Est et qui d'ailleurs qui devient le Grand Sud, puisqu'il y a maintenant des victoires jusqu'à Castres, etc. Et puis dans le bassin minier qui, depuis l'arrivée à la tête du parti de Marine Le Pen, est devenu une des terres, un des points forts du parti. Ce que tout ça dit, et notamment si on regarde les résultats du premier tour, c'est que, et c'est peut-être un vrai enseignement pour le RN, c'est que le RN ne perd plus ses villes. Quand on regarde l'expérience du premier frontisme municipal entre 1995 et 2001, la totalité des villes qui avaient basculé en 1995, mis à part Orange, avaient rebasculé en 2001 avec des affaires de corruption. Oui, il y avait eu beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires. Là, les mêmes causes, parfois, ne produisent pas les mêmes effets. Le cas le plus frappant, c'est Fréjus, où David Rachlin, qui a pourtant perdu toutes ses fonctions à l'intérieur du parti, donc qui reste membre du Rassemblement national, mais qui n'a plus de fonction exécutive, après avoir été une des étoiles montantes du parti dans les années 2010, a quand même gardé la ville de Fréjus. Et puis, par ailleurs, on voit que le cas de Perpignan, gagné au premier tour, et le signal que, alors même que Louis Alliot est présenté comme un maire... est un maire dont le bilan est mitigé de l'aveu même de ses administrés, mais il est resté en place dès le premier tour. Sur quoi est-il
Alors, il y a deux choses. D'une part, tout un ensemble de quartiers, notamment les quartiers les plus populaires, qui ont été complètement sacrifiés depuis 6 ans. Il y a notamment un certain nombre de reportages qui montrent que dans des quartiers où ça avait voté pour Louis Alliot, en réalité, il n'y a pas de suivi, notamment en urbanisme, en termes de rénovation des bâtiments, etc. Il y a d'autre part le fait que Louis Alliot, là, pour le coup, comme tous les maires RN, a supprimé toutes les subventions qui allaient à des associations dont l'objet était jugé contraire à la ligne du parti. Et puis, il y a quand même, et c'est ça qui est frappant, c'est que Louis Alliot a fait ce que Robert Ménard avait fait à Béziers avant lui. En 2002, Louis Alliot a voulu quand même lancer une sorte de politique mémorielle spécifique, un peu laisser l'empreinte du RN, en essayant de nommer une esplanade à Perpignan, l'esplanade Pierre Sergent, du nom d'un leader de l'OAS. Esplanade qu'il a dû changer en 2025 à cause du tribunal administratif de Montpellier, qui est donc devenu l'esplanade des victimes du FLN. Donc par ailleurs, il y a toujours aussi cette volonté du RN, notamment dans le Sud, de conserver son identité, son ADN. Tout ça fait quand même qu'aujourd'hui, le RN conserve ces villes, augmente son emprise, et donc je pense qu'en réalité, la principale leçon, le principal enseignement qu'on peut en tirer, ce ne sera pas avant l'automne, et ce sera au sénatorial. C'est-à-dire que là, on pourra mesurer ce que signifient ces 70 victoires. On pourra aussi mesurer combien de conseillers municipaux ont été... Alors, quel est le poids exact, on le saura bientôt, du nombre de conseillers municipaux élus par le RN à l'échelle nationale, mais au-delà de ça, on saura aussi dans les petites communes, pour l'instant, la plupart des maires sont considérés comme sans étiquette, combien de conseillers municipaux et de maires dans ces petites communes vont voter pour des candidats à Rassemblement national. Et ça, ce sera un indicateur quand même très fort à 8 mois de la présidentielle. Sur les victoires, cette fois-ci, LFI, Yann Algan. Mais il y a eu des victoires dans des villes où ils étaient déjà bien implantés et sociologiquement qui correspondent bien à la problématique de Mélenchon, que ce soit Saint-Denis, que ce soit C'est quoi la problématique de Mélenchon? La problématique de Mélenchon, qui l'affiche, c'est celle d'une France nouvelle, aussi bien où il capitalise énormément sur les jeunes. Dans toutes nos analyses sur, on va dire, un peu la rhétorique émotionnelle des hommes politiques, LFI est le parti qui mobilise le plus justement cette rhétorique de la colère, qui marche très bien avec les jeunes. Donc dans les villes universitaires jeunes, ça fonctionne très bien. Dans des villes aussi avec... une tradition démographique liée à l'immigration qu'il arrive bien à cibler. La vraie problématique maintenant de Mélenchon, c'est de se dire est-ce qu'il peut dépasser le plafond de verre? Parce que vous voyez, peut-être que la colère, ça mobilise, mais ça ne permet pas de faire des alliances. Et c'est Vous le situez où, le plafond de verre pour Mélenchon? Le plafond de verre, j'en vois plusieurs. Il y a un plafond de verre, je veux dire... Au niveau national, si vous voulez, si on se situe pour passer le premier tour ou gagner au second tour, vous devez, par exemple, nécessairement obtenir le vote des retraités. Le vote des retraités, ça représente à peu près 27% de la population démographique en France. Les retraités détestent la colère. Ce qu'ils veulent, c'est quand même l'ordre, la stabilité, que leur pension de retraite soit payée. Et d'ailleurs, le RN l'a très bien compris. On l'observe dans les prises de position au Parlement français, alors que les députés étaient exactement sur cette même rhétorique jusqu'en 2022. Ensuite, en 2022, vous avez eu du côté du RN une rhétorique de la normalisation qui parle beaucoup plus de peur ou alors d'espoir, et on va revenir sur cette problématique, mais justement pour pouvoir capter ce public de retraités. Et il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que l'autre plafond de verre, ça va être l'alliance potentielle avec le PS. On s'aperçoit dans toutes nos enquêtes que les valeurs des électeurs de LFI et du PS ne sont pas si éloignées que ça, en particulier sur les questions économiques. Sur les questions économiques, du salaire minimum, de la cantine gratuite pour tous, d'ailleurs le programme de Chérico, etc. Qu'est-ce qui les éloigne? Alors, c'est les questions de méthode et le réformisme, le respect aux institutions. Par exemple, toute la rhétorique, il faut que Macron démissionne au lendemain des élections législatives, le PS n'était pas du tout favorable. Et on voit bien... J'ai entendu aussi autre chose qui pourrait les distinguer ou en Alors tout cas... oui, et puis sur la question aussi, bien sûr, de l'antisémitisme, et cette question-là, et ça va rendre très difficile une alliance, et pourtant, c'est que ni LFI ni PS ne pourront réussir sans alliance. Pauline de Saint-Rémy, même chose sur la France insoumise et les municipalités, les grandes villes que ce parti a réussi à conquérir. Alors,
bien sûr, on l'a vu dès hier soir avec les réactions de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, et de Jean-Luc Mélenchon lui-même qui a pondu une note de blog tard dans la soirée. Les Insoumis vont avoir beau jeu d'expliquer que si les victoires n'ont pas été au rendez-vous là où ils étaient alliés avec le Parti socialiste, là aussi où ils avaient pris la tête de cette coalition, je pense au cas très emblématique de Toulouse, c'est parce qu'au fond, les socialistes les ont entraînés dans un supposé vent de dégagisme qu'il y aurait eu à l'encontre de maires socialistes sortants et des socialistes d'une manière générale. Il me semble que ce sera interprété différemment par beaucoup et ça, certains pointeront du doigt les limites en quelque sorte de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, celle qui est en fait une stratégie présidentielle et très individuelle qui consiste à cliver très fortement. Vous avez fait allusion aux accusations d'antisémitisme dont il a fait l'objet à plusieurs reprises pendant la campagne. Ça montre, selon moi, que cette stratégie est en effet une impasse. C'est-à-dire qu'elle ne peut servir qu'à le qualifier au premier tour de l'élection présidentielle. Elle lui permet de consolider un socle électoral, c'est vrai, assez solide, qui permet de franchir probablement le seuil de la qualification au premier tour, qui sera bas, vous y avez fait allusion. En gros, la question en 2027, ça va être qui peut être face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Et Jean-Luc Mélenchon, depuis des années, le dit, il dit ce sera eux contre nous. Son pari, c'est de se qualifier. Maintenant, peut-il rassembler? J'en doute. On se retrouve dans quelques minutes, aux environs de 8h20. On évoquera également les villes qui ont voté Rassemblement National, l'évolution du parti macroniste de Renaissance, et puis la manière dont tout ceci peut se projeter sur les élections futures, et notamment sur la présidentielle. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nos invités, Pauline de Saint-Rémy, directrice de la rédaction France de Politico, l'économiste Yann Algan et puis l'historien Baptiste Roger-Lacan. Vous êtes notamment penché sur l'extrême droite avec une nouvelle histoire de l'extrême droite aux éditions du Seuil. Baptiste Roger-Lacan, que pensez-vous de ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie ? Écoutez, non, il y a quand même cette idée de la force tranquille et l'idée de reprendre comme ça l'héritage de François Mitterrand. Je me souviens qu'il y a un an, je crois que l'entourage de Jordan Bardella faisait circuler l'idée qu'il s'inspirait beaucoup de Jacques Chirac. Donc on sent qu'il y a cette volonté d'aller chercher des références rassurante, si je puis dire, de la Ve République. C'est le signifiant. Le signifié c'est un peu plus compliqué, notamment quand on voit, là je fais référence à l'enquête du média Street Press, mais qui rappelait dans les dernières semaines de la campagne qu'il y avait près de 250 candidats sur des listes Rassemblement National qui étaient issus de l'extrême droite dite mouvementiste, avec un énorme panachage qui va du Parti de la France, fondé en 2009 par des anciens du Front National fâchés avec Marine Le Pen et sur une ligne pétainiste, des proches de Florent Philippot, je crois qu'il y a des membres de l'Action française, des gens qui ont gravité d'un groupe à l'autre. Donc l'Action française, ça c'était le cas de Mitterrand aussi. Alors non, Mitterrand n'a jamais été membre de l'Action française. Il était maurassien. Il a été lecteur de Maurras et effectivement à Vichy au début. C'est une boutade. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y avait au-delà donc effectivement des différences importantes avec François Mitterrand, une volonté de rassurer, et ça vous l'évoquiez en première partie de cette émission, une volonté de rassurer l'électorat. Alors il y a un discours qui vise à rassurer, mais ça c'est la ligne en réalité depuis 2010. C'est Marine Le Pen qui a repris à son compte cette stratégie de dédiabolisation qui existait déjà dans les années 1980 et qui cherche à normaliser l'image du RN, enfin du FNRN, et à professionnaliser autant que faire se peut ces cadres. Le problème, c'est que ça, c'est le discours. En réalité, ce qu'on constate depuis 2010, c'est qu'il y a une forme de jurisprudence qui s'applique, la jurisprudence Alexandre Gabriac, du nom de ce militant de l'œuvre française qui a été exclu du parti très vite en 2011 pour avoir été pris en train de faire un salut nazi. En réalité, ce que fait le RN depuis 16 ans, c'est qu'on peut tout à fait appartenir à la nébuleuse de l'extrême droite mouvementiste. Le RN reste toujours l'astre vers lequel gravitent tous les satellites de cette extrême droite ultra-radicale. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre publiquement en train de faire des références philo-nazis, philo-fascistes ou pétainistes. Bon, il y a pour la première fois un discours qu'on a entendu hier, une divergence Baptiste Roger-Lacan entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'était assumé sur la question de l'union des droites.
Alors, on l'a entendu ces derniers temps. En réalité, dans les dernières semaines de la campagne, on a vu que et Marine Le Pen et Jordan Bardella ont tous les deux appelé à voter Rachida Dati. Ce qui, de ce point de vue-là, et c'est plus généralement, si on regarde la campagne du RN cette année, marque une rupture. En 2020, il y avait eu quelques appels de la part du RN à voter à droite, mais ils étaient plus isolés. Là, on voit clairement une rupture dans l'histoire du parti qui, pendant 50 ans, avait une ligne qui était celle de Jean-Marie Le Pen, qui était de dire bonnet blanc, blanc bonnet. Quand il y a la gauche et la droite, on se maintient quand on peut et si on ne se maintient pas, on s'abstient. Aujourd'hui, le Rassemblement national assume manifestement d'appartenir au bloc de droite et en réalité d'être la droite, renouant avec un discours historique de l'extrême droite, d'être la droite la plus pure, en traitant les autres forces de droite de traîtres, en fait, de gens qui se compromettent avec la gauche. Pas tant que ça, parce que Marine Le Pen maintient la ligne ni droite ni gauche. Alors, c'est vraiment à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle revient à cette ligne ni droite ni gauche, patriote, qui est son référent à elle, ce qui la constitue, sa singularité au sein du Rassemblement national. Il lui arrive aussi de dire qu'il faut appeler à voter pour des candidats de droite. Jordan Bardella, de ce point de vue-là, est effectivement beaucoup plus clair. C'est-à-dire que lui, très nettement, depuis 2-3 ans, assume très clairement le fait que le Rassemblement national doit devenir le pôle central de toutes les forces de droite. Yann Algan. Oui, mais je trouve que cette discussion entre Bardella et Le Pen montre bien l'ambiguïté, mais maintenant de l'électorat du RN. Alors, on a fait une étude récente, la politique au travail, où on s'est focalisé sur les salariés du privé, sur à peu près 4000 salariés du privé. Et on voit en fait que vous avez deux RN qui émergent. Un RN malheureux, les classes malheureuses, un peu ni droite ni gauche, sur lequel on va capitaliser, très présent en particulier dans les milieux populaires, ouvriers ou employés. Mais vous avez aussi un RN heureux. Et en fait, qu'est-ce qui distingue les deux? Alors, ils ont en commun la question de l'immigration. Ça, c'est clair. L'obsession sur l'immigration est commune. Mais en revanche, le RN perce énormément aussi chez les cadres. Dans notre enquête, on montre que c'est le premier parti chez les cadres devant Renaissance ou devant LR. Et en fait, vous trouvez souvent des cadres qui sont bloqués plus dans leur promotion, vous voyez, qui voudraient, mais qui croient en l'entreprise, qui croient dans le système et qui sont beaucoup plus libéraux économiquement. Et c'est là où on retrouve vraiment, à mon avis, la ligne de fracture. C'est que autant sur les valeurs, il y a une communauté dans ces électorats au sein du RN, autant sur les questions économiques, vous avez maintenant un libéralisme économique. Et ce que fait Jordan Bardella, la bataille des récits est quand même très importante. C'est ce que fait aussi Trump en disant « Make America Great Again ». Je capitalise sur la nostalgie à colère, mais je me projette dans du futur. Je vous donne de l'espoir. Et c'est exactement ce que fait Bardella. Je pense qu'il y a une ligne de clivage. Ça va être compliqué. Bardella va être pro-entreprise, Le Pen beaucoup plus conservatrice sociale. Mais s'ils arrivent à capitaliser sur ce deux types d'électorats, ce récit pourra marcher. Baptiste Roger-Lacan. Je pense qu'il y a un concept qui permet peut-être de comprendre comment ces deux électorats fonctionnent. Alors, évidemment, la xénophobie, le racisme, mais il y a aussi un concept qui a été forgé par Olivier Schwartz en 2009, qui est la notion de conscience de classe triangulaire, qui cherchait à raffiner l'opposition classique entre eux et nous, qui avait été forgée par Hogarth pour expliquer le positionnement des classes populaires en Angleterre. Et Schwartz, en 2009, montre qu'il y a au sein des classes populaires et de la petite classe moyenne une conscience triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a eux, les élites, nous, les classes populaires et les petites classes moyennes, et un autre eux, les précaires, souvent d'origine immigrée. Et le vote RN, c'est ce que montre notamment Félicien Faury, dans une œuvre importante publiée en 2024, vient exactement se poser à cet endroit-là avec un double sentiment d'injustice et de fragilité de ces groupes-là, qui s'exprime notamment à travers la question du racisme, avec une forme de résignation par rapport aux eux du dessus, qu'on arrivera difficilement à renverser, et une colère qui s'exprime contre ceux du dessous, identifiés racialement. C'est-à-dire que la xénophobie vient renforcer cette détestation. Ce qui est intéressant, c'est que cette conscience de classe triangulaire, je trouve qu'on la retrouve chez cet électorat issu des cadres, qui a été notamment capté par Éric Ciotti, qui a été capté en 2022 par Éric Zemmour, qui sont eux-mêmes se sentent bloqués dans leur avancement et ont identifié un autre groupe au-dessus qu'ils détestent, qui sont les élites du diplôme, en réalité. Les professeurs, les intellectuels, les journalistes. Et donc, je pense que sur cette conscience de classe triangulaire, ce que montre, et c'est peut-être d'ailleurs ce que je parlais de Nice en disant que c'était difficile d'en tirer des grosses conclusions, mais peut-être que la victoire de Nice montre justement l'extension progressive du conglomérat de vote RN. Et je pense que cette triangulation qu'arrive à faire le Rassemblement national et ses alliés peut être une des manières justement d'étendre son électorat. Pauline de Saint-Rémy.
Beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Je voulais revenir juste à la divergence stratégique que vous pointiez entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est vrai que c'était assez confus ces derniers jours et on a assisté plutôt à une... Elle a été présentée hier comme étant une donnée d'emblée évidente, première. Donc cette nuance entre union des droites et ni droite ni gauche. J'allais justement vous dire que c'était plutôt une nuance entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ces derniers jours, dans le sens où elle appelait à battre la gauche dans l'entre-deux-tours, bien qu'elle continue à dire en privé, notamment quand elle parle à la presse, qu'elle est opposée à cette stratégie d'union des droites. Alors que lui, Jordan Bardella, dans l'entre-deux-tours, a appelé très clairement la droite, comment l'appelait-il, la droite sincère, les droites sincères, à s'unir avec le Rassemblement national, sans pour autant demander à des listes du Rassemblement national de se retirer ça ou là. C'est ce que lui reprochent d'ailleurs les Républicains. Enfin, les appareils partisans, forcément, se renvoient la balle. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que d'abord Jordan Bardella a pris le risque d'assumer cette posture, sachant pertinemment qu'il y avait peu de chances que ça réussisse dans l'entre-deux-tours. Il y avait peu de chances que les digues cèdent réellement au niveau des appareils partisans, notamment du côté des Républicains, qui lui ont résisté, si l'on peut dire. Un cas emblématique étant la ville de Marseille. Jordan Bardella, quelques jours avant le premier tour, espérait vraiment que le Rassemblement national puisse remporter Marseille. C'est un fiasco pour LR avec une candidate qui est complètement dans les choux, mais qui s'est maintenue. Et le résultat, c'est que le Rassemblement national échoue dans la deuxième ville de France, alors que ça aurait pu être la grande victoire symbolique qu'il espérait. J'allais juste dire, je pense que vous voulez dire quelque chose, Jean-Marie, mais j'allais juste dire que ce qui va être intéressant, pour le coup, là, c'est la suite. On saura en juillet qui de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen pourra représenter le parti à l'élection présidentielle. Si ce devait être Jordan Bardella, est-ce que là, on va assister vraiment à une prise de contrôle de la stratégie du parti par Jordan Bardella? Vous avez déjà chez les Républicains un discours qui consiste à dire s'il veut imposer, et Dieu sait que ce sera difficile, s'il veut imposer au parti une ligne franchement de droite, alors il faudra avoir un programme de droite, par exemple, notamment en matière économique. L'exemple qui est souvent pris, c'est celui de la réforme des retraites. Justement, Jean Lémarie. Mais j'irais dans le même sens pour dire que ce que Jordan Bardella tente en ce moment, c'est la stratégie du petit pousset. Il sème des cailloux finalement sur son chemin, des cailloux pour la suite. Peu importe en définitive que le Rassemblement national n'ait pas remporté ces très grandes villes qu'il convoitait ou qu'il disait convoiter. À chaque fois que Jordan Bardella s'adresse à ce qu'il appelle la droite ou les droites sincères, il travaille, il creuse un peu plus cette matière commune de la droite dite classique, celle des Républicains et de la sienne. Et finalement, il rejoint le discours aussi de Bruno Retailleau qui ne cesse de parler de convergence dans les urnes, par ces électorats LR et RN qui sont de plus en plus proches, et ça on le voit dans toutes les études en ce moment. Alors justement, Pauline de Saint-Rémy, vous disiez qu'à Marseille, la défaite avait été cuisante, notamment pour Martine Vassal. C'est le choix, disons, du macronisme au sens large, un certain nombre de candidats. Rachida Dati aussi, je crois. Qu'est-ce que ça signifie plus largement ? Alors, la défaite de Rachida Dati, qui est surtout marquante par son ampleur. Alors, j'ai plus les chiffres exacts ce matin, mais je crois 9,2. Voilà, 9 points d'écart entre Emmanuel Grégoire et elle, alors que ça a beaucoup été dit, les planètes étaient en quelque sorte alignées pour la droite. C'était vraiment l'occasion ou jamais pour la droite de reprendre Paris à la gauche après 25 ans de règne. Je pense que cette défaite-là, forcément, d'ailleurs, ça a été très mal vécu à l'Élysée hier soir, si mes informations sont bonnes, entache aussi le bilan d'Emmanuel Macron à titre très personnel, même si Renaissance avait soutenu Pierre-Yves Bournazel au premier tour. C'était à l'évidence la candidate du président de la République. Elle était d'abord ministre de la Culture et en plus, elle a mis énormément de temps. Elle a quitté le ministère extrêmement tard dans la campagne, donc il aura du mal à se défaire de ça. Pour le macronisme, la soirée a clairement été difficile. Pour les macronistes, hormis une victoire arrachée à Bordeaux qui restera comme un cache-misère, je pense. En revanche, Annecy. Et celle d'Annecy, qui était un peu plus annoncée que celle de Bordeaux, pour deux anciens ministres d'ailleurs, Thomas Cazenave et Armand à Annecy. J'allais dire, en revanche, pour le bloc central,
le bilan est peut-être un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire que je pense, par exemple, alors il y a la victoire à Toulouse de Jean-Luc Moudenc, qui représentait à la fois Renaissance et les Républicains, face à une gauche, un bloc de gauche qui baisse un peu par rapport au premier tour. On pourrait dire que c'est la preuve que lorsqu'ils sont vraiment rassemblés, le bloc central ça peut fonctionner. Je dirais même qu'à Nantes, où ils perdent, Johanna Rolland garde ce bastion pour le Parti socialiste, mais elle fait quasiment, je crois, 10 points de moins, alors qu'elle est associée ce coup-ci à la France insoumise, qu'en 2020, et les droites réunies, hors extrême droite évidemment, vont jusqu'à 47-48%. Il me semble que c'est quand même la preuve que, et c'est ce qu'a voulu dire d'ailleurs Édouard Philippe dans son discours post-victoire au Havre, il peut y avoir là un espoir pour le bloc central et certainement pas les macronistes seuls. Est-ce que ça veut dire, Yann Algan, vous êtes économiste, qu'il y a un espace politique qui s'est réduit pour un discours, disons, libéral au sens large sur le plan économique? Je dis ça puisque donc le Rassemblement national a un programme compliqué à lire sur le plan économique. Les Républicains ont voté contre la réforme des retraites pour une partie d'entre eux. Bon, et puis la gauche est la gauche, a priori. Oui, c'est sûr. La voie est étroite pour le bloc central, parce que le bloc central déteste utiliser, et puis plus généralement les sociodémocrates détestent utiliser la colère. Pourquoi ? Parce que la colère, ça nécessite de pointer un coupable. Alors le coupable, c'est soit le riche, alors voilà, c'est soit le pauvre, l'assisté, c'est soit l'immigré. Donc qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste un discours. Soit l'assisté aussi. Ou l'assisté, voilà. Alors il vous reste un discours. Qui est parfois d'ailleurs la même personne, si on reprend les thèses de Fehr sur les parasitiaux et les parasites. Et donc, il vous reste l'espoir, mais le problème éthique de l'espoir à l'heure actuelle, c'est que quand vous êtes dans une France avec une croissance si atone, favoriser l'innovation, dire que le pouvoir d'achat va augmenter, que vous allez avoir à nouveau une égalité des opportunités, que vous allez avoir de la mobilité sociale, c'est quand même très difficile. Et c'est d'autant plus difficile que vous avez suscité cet espoir en 2017. Toute la campagne de Macron était sur l'espoir. C'était une campagne d'ailleurs très proche de Obama. Yes, we can. Le seul problématique, c'est que Eva Illouz l'explique très bien sur cette spirale de la déception. Plus les espoirs, plus les attentes ont été élevées, plus la déception est forte. Et donc après Obama, on a eu Trump. Et après Macron, qui a toujours eu du mal de toute façon à avoir un ancrage local. Donc ne tirons pas de conséquences trop hâtives sur les municipales. Il a toujours anticipé de toute façon les échéances locales, que ce soit au moment de 2017, que ce soit lors des dernières élections municipales. Il n'y a pas d'ancrage territorial. Mais au niveau présidentiel, de toute façon, des élections présidentielles, si on n'a pas à nouveau un programme qui arrive à ressusciter une mobilisation sur l'espoir, qui peut être quelque chose de très fort. Le discours de Martin Luther King a suscité de l'espoir, celui de Churchill a suscité de l'espoir. Donc c'est un vecteur très fort. Mais la personne qui utilise le plus l'espoir, à part Sarah Knafo dans sa campagne sur la ville heureuse, c'est quand même Marine Le Pen. Et ils ont très très bien compris la logique émotionnelle des élections. Jean Lémarie. Non, parce que je repense à l'extrait du discours de Jordan Bardella qu'on entendait il y a quelques instants. Le dernier mot que vous avez entendu, c'est espérance. Mais alors, d'un autre côté, moi j'ai été très intéressé, je n'étais pas le seul, par la campagne de Sarah Knafo, c'est-à-dire habiller un discours extrêmement radical d'un manteau jaune et d'un slogan complètement décalé, je vais dire les choses de manière neutre, par rapport au discours ou à la charge politique véritable de ce discours-là. On peut dire que ça n'a pas aussi bien fonctionné que d'aucuns voulaient le dire, et les électeurs ne sont pas donc complètement dupes de ce travestissement. Baptiste Roger-Lacan, vous aviez l'air de ne pas être d'accord. Non, il y a deux choses. Je ne pense pas que ce soit absurde. Je pense que l'extrême droite, l'extrême droite, c'est beaucoup construit sur un discours de colère, un discours de rejet, un discours de haine. Ça fait partie de l'histoire intellectuelle, idéologique, culturelle de cette mouvance, sur la violence. Mais il y a aussi, il ne faut pas le sous-estimer, des jours heureux à l'extrême droite. C'est-à-dire que le collatéral ou le parallèle des gens qu'on rejette, c'est que pour la communauté qu'on est en train de construire par le rejet, on prône des jours heureux. De l'utopie, oui, des jours heureux. Des jours heureux, justement, je préfère le terme de rétrotopie pour l'extrême droite que le terme d'utopie, parce que la rétrotopie, elle conteste l'idée de progrès, elle dit qu'on va restaurer un monde idéal
passer, ce qui est exactement ce qu'a fait Sarah Knafo. En gros, le pari qu'elle défendait, c'est le pari des années Pompidou, des bagnoles partout. Amélie Poulain, Exactement. sans vouloir tirer Amélie Exactement. Poulain vers la politique. Exactement. Et alors après, dans un deuxième temps, ce qui est vrai, c'est que quand je regardais les chiffres là, du deuxième tour à Paris, il semblerait que Rachida Dati... Alors évidemment, je pense que Macron a été un problème pour elle, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu un double repoussoir à droite, parce qu'elle fait pas clairement, elle fait même pas le plein des votes de Pierre-Yves Bournazel jusqu'à Sarah Knafo. Je pense qu'il y a un double repoussoir. D'une part, ses affaires, et d'autre part, je pense que Sarah Knafo lui a donné une forme de baiser de la mort. Je pense qu'il y a une partie de l'électorat, alors c'est assez spécifique à Paris, mais du centre droit parisien, qui s'est abstenu ou qui est allé voter Emmanuel Grégoire, parce que c'était inimaginable de faire de Paris une sorte de laboratoire de l'union des droites, même par retrait. Mais alors ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de candidats qui peut-être n'avaient pas la dimension médiatique de certains autres. Je pense par exemple que le débat entre les candidats parisiens n'a pas été excellent pour Emmanuel Grégoire. On voyait qu'il était beaucoup moins rompu à l'exercice. Et cependant, il a été élu. Beaucoup de candidats qui avaient une large portion de discours médiatique. Je pense aussi à Louis Sarkozy, dont l'échec est assez retentissant. Et bien ça marche pas. Je pense que là, pour le coup, je pense qu'il y a aussi la question éternelle de l'enjeu des municipales. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de nationaliser, même dans la capitale qui est scrutée, où il y a des enjeux nationaux, c'est toujours compliqué de complètement nationaliser une élection municipale. Mais je ne sais pas justement si c'était si nationalisé, parce que Rachida Dati était sur certains thèmes qui étaient des thèmes parisiens, Louis Sarkozy était sur des thèmes mentonnais, et ça n'a pas fonctionné. J'ai d'autres exemples à vous fournir. Aulas à Lyon, qui avait eu une forte présence médiatique avant et qui était élu au premier tour quand même au début, finalement a échoué. Pour le coup, il y a eu une erreur de calcul très nette à Paris. Le choix par la droite et les macronistes, et Emmanuel Macron en l'occurrence, de Rachida Dati comme candidate, reposait beaucoup sur le fait qu'ils comptaient réformer le mode de scrutin à Paris, ce qu'ils ont réussi à faire. Et il y avait ce calcul, d'aucuns diraient un peu simpliste, qui consistait à dire, puisque ça va être un vote direct, il nous faut une star. Ce terme a beaucoup été employé à propos de Rachida Dati. Ça m'a rappelé, moi, d'une certaine façon, la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez raison, mais je pense que ça a été un merveilleux contresens. Oui, c'est la preuve que ça ne suffit pas. Et que pour le coup... on ne pourra jamais dire. Si le mode de scrutin n'avait pas été réformé, est-ce que les choses auraient été différentes ? Ce qui est certain, c'est qu'il ne suffit pas, même à Paris, d'avoir une notoriété nationale pour l'emporter. Paris, Lyon, ça a fonctionné comme ça. Non, mais Jean Lémarie. La notoriété et la popularité sont deux choses différentes. Certains candidats et candidates le découvrent ou le redécouvrent. Yann Algan, un mot de conclusion. Un mot de conclusion sur les abstentionnistes, parce qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé. Bon, vous l'évoquiez au départ, on est, je crois, à 43% encore au second tour. Lorsque vous regardez le profil des abstentionnistes, sur un certain nombre de valeurs, que ce soit économiques, culturelles, ils sont quand même très proches des valeurs des électeurs sympathisants RN. La seule chose, c'est on est plus dans l'atonie, c'est-à-dire ils se sont retirés aussi bien du monde de l'entreprise, de la sphère politique. Le parti qui arrivera à mobiliser, et si le RN arrive à mobiliser cette frange-là, je pense qu'effectivement, ce récit de conquête de pouvoir peut être très puissant pour eux. Merci à vous, Yann Algan. Vous êtes économiste. On vous doit La Fabrique de la Défiance aux éditions Albin Michel. Merci, Pauline de Saint-Rémy. On vous doit La Surprise du Chef aux éditions de Noël. Baptiste Roger Lacan, vous avez dirigé l'ouvrage collectif Une nouvelle histoire de l'extrême droite aux éditions du Seuil dans quelques instants.